maintenant passer à l'exposé d'Hans Sperber, de l'École normale supérieure et de l'Institut Jean Nicot du CNRS. Lorsque l'on regarde au microscope ce que devient le processus interprétatif, en quoi consiste le processus d'interprétation dans la communication linguistique, on est amené à jeter un regard peut-être un peu plus critique sur la métaphore vue à cette petite échelle, ce qui, encore une fois, ne remet pas en cause sa valeur générale. Une représentation conceptuelle, par exemple un énoncé ou une pensée, peut typiquement représente descriptivement un état de choses. Elle le représente en vertu des relations de dénotation entre les concepts qui la composent et des objets dans le monde, ou des propriétés. Une représentation conceptuelle, toujours un énoncé ou une pensée, peut aussi représenter d'une autre façon. Elle peut représenter de façon interprétative une autre représentation conceptuelle en vertu de relations de ressemblance de contenu. J'illustre tout de suite. Prenez avec un dialogue trivial, une conversation triviale. Donc Paul a dit le métropole est un bon hôtel. André, il a dit, disons, avant que André et Julie se rendent dans la ville où il y a l'hôtel Métropole, André demande qu'est-ce que Paul avait dit, et Julie dit le Métropole est un bon hôtel. Quand Paul disait le Métropole est un bon hôtel, il décrivait un état de choses, il décrivait le Métropole, il parlait du Métropole. Quand Julie, elle, répondant à la question d'André, dit le Métropole est un bon hôtel, elle ne parle pas du Métropole, en tout cas pas directement, ce qu'elle fait, c'est elle parle de l'énoncé de Paul. Elle le rapporte au moyen d'un énoncé qui est, dans ce cas-ci, identique dans la forme, mais dont la valeur sémantique n'est pas la même, puisque ce qui est représenté par l'énoncé de Julie, ce n'est pas le Métropole, c'est l'énoncé de Paul. Donc usage descriptif dans un cas, usage interprétatif dans l'autre, et dans son usage interprétatif que fait Julie, elle n'est pas obligée d'adhérer au contenu descriptif de l'énoncé qu'elle rapporte, qu'elle représente interprétativement. Elle pourrait dire, par exemple, Métropole est un bon hôtel, je ne l'écouterai plus jamais, laissant entendre qu'elle n'est évidemment pas d'accord avec ce que disait Paul. Je voudrais entrer un peu plus en détail sur les formes linguistiques de l'interprétation, restant dans les contraintes de temps sur des choses relativement simples et superficielles. Bon, on a le contraste habituel entre le style direct, par exemple, Paul avait dit, ouvrez les guillemets, le Métropole est un bon hôtel, et le style indirect, Paul avait dit que le Métropole était un bon hôtel, avec accord des temps, etc. Et il y a un troisième style qui a été curieusement découvert bien après qu'il ait été utilisé, au début du XXe siècle dans les travaux de Bally et d'autres, qui est le style indirect libre, qui combine des propriétés du style direct et du style indirect. Au style indirect libre, on pourrait dire par exemple, Paul avait donné son avis, le Métropole était un bon hôtel. Le Métropole était un bon hôtel, là, exprime, interprète, donne, en vertu d'une relation de ressemblance, le contenu de l'avis que Paul avait donné. Ou bien, on peut interpréter de la même façon une pensée de Paul, Paul était content, le Métropole était un bon hôtel. Les choses sont, comme on dit, vues du point de vue de Paul au style indirect. Le style indirect libre est l'instrument littéraire qui incite le lecteur à adopter le point de vue de la personne, de l'individu dont on interprète les pensées ou les paroles. Donc classiquement, en tout cas ce que vous pouvez trouver dans toute la littérature, qui maintenant est assez riche et beaucoup développée dans les 30 dernières années, en particulier à partir d'un livre fameux de Anne Benfield et de pas mal d'autres travaux, classiquement l'interprétation au style direct ou indirect a pour effet que le point de vue considéré est celui du locuteur ou celui du narrateur, et non pas de celui dont les propos sont ainsi rapportés au style direct ou indirect. Tandis que lorsque nous avons l'utilisation du style indirect libre, des interprétations au style indirect libre, le point de vue est celui de la personne dont les paroles ou les pensées sont interprétées. Et je vais illustrer avec un exemple littéraire. Je vais prendre des emails de Henry James, qui est un des maîtres, mais enfin il y en a tellement, du style indirect libre, non pas du style indirect libre. J'espère que ça pose pas de problème que mon exemple soit en anglais. Donc, Winterbourne, qui est un jeune Américain vivant à Genève, vient de rencontrer à Vevey cette jeune Américaine Daisy Miller, qui le surprend par son comportement très libre pour une jeune femme de l'époque. Et poor Winterbourne was amused, perplexed, and decidedly charmed. He had never yet heard a young girl express herself
in just this fashion. Certainly she was very charming, but how deucedly sociable. Was she simply a pretty girl from New York State, or was she also a designing and audacious and unscrupulous young person? This young girl was not a coquette. She was very unsophisticated. She was only a pretty American flirt. Winterbourne was almost grateful for having found the formula that applied to Miss Daisy Miller. Dans ce texte, la première phrase, les deux premières phrases décrivent ce qui arrive à Winterbourne. Mais lorsqu'on passe à Certainly she was very charming, but how deucedly sociable, ce n'est pas le narrateur qui énonce cela, c'est la pensée de Winterbourne qui est rendue interprétativement au style indirectif. De même, lorsque la question est posée, was she simply a pretty girl from New York State, or was she also designing, etc., la question qui se la pose, c'est Winterbourne qui se la pose à lui-même, et nous sommes en quelque sorte, plus que des témoins, nous sommes pris en quelque sorte dans son mouvement, le mouvement de sa pensée, de son interrogation. Et de même, lorsqu'il arrive à la conclusion « This young girl was not a coquette, she was a very unsophisticated, etc.», on est à nouveau dans le jugement auquel arrive Winterbourne dans sa réflexion. Ça aurait pu être exprimé au style indirect. He thought that certainly she was very charming, you wonder whether she was simply a pretty girl, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est exprimé au style indirect et si vous comparez l'effet que vous auriez eu si ça avait été exprimé au style indirect habituel, eh bien, on n'aurait pas le même effet d'identification, de prise de perspective commune à celle de Winterbourne. Je voudrais maintenant décrire plus en détail ce qui se passe en prenant juste un énoncé lui-même simplifié de ce dialogue. Et je commence par un énoncé qui n'était pas dans le passage qu'on a trouvé et qu'on aurait pu imaginer. Donc, Winterbourne, que je représente avec la pensée de Winterbourne avec le rond jaune, donc interagit avec Daisy Miller et se forme une certaine opinion sur elle. Daisy is a flirt. C'est pas très traduisible exactement en français dans cet usage anglais du terme. Aguicheuse, je sais pas exactement. Bon. Donc l'effet que produit Daisy Miller sur lui, représenté par la flèche noire causale, le mène à avoir une certaine pensée qui est une pensée descriptive, qui décrit Daisy Miller tel qu'il le pense. Il pourrait, c'est pas ce qui se passe dans le passage que vous avez lu, il pourrait en parler, par exemple à sa tante Madame Costello, Mrs. Costello, et dire, produire dans une représentation publique l'énoncé Daisy is a flirt. Daisy is a flirt serait évidemment à nouveau un énoncé ayant un rapport descriptif, toujours représenté au moyen de la flèche rouge, par rapport à Daisy Miller. C'est un énoncé qui parle de Daisy Miller, mais en même temps, c'est un énoncé qui, de façon interprétative, correspond à la pensée que Winterbourne serait en train d'exprimer. Quand on s'exprime, un énoncé qui exprime une pensée, l'expression d'une pensée est une représentation interprétative de la pensée exprimée. Si maintenant Madame Costello, Mrs. Costello comprend, elle se forme elle aussi une représentation mentale des isoflirts. J'ai mis des étoiles, une étoile, flirt, deux étoiles, parce qu'au fond, chacun peut vouloir dire quelque chose d'un peu différent par flirt, ce qui n'empêche pas vraiment la communication. Et cette représentation mentale qu'elle se fait est une interprétation de l'énoncé lui-même. Et à travers la représentation de l'énoncé, ce dont il s'agit, bien sûr, c'est d'interpréter ce que voulait dire. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que voulait dire Winterbourne. Il voulait dire que Daisy is a flirt. Et en fait, ce qui intéresse probablement Madame Costello, la destinataire de l'énoncé de Winterbourne, c'est de savoir ce que Winterbourne voulait dire, à savoir qu'il est un flirt. Mais elle pourrait être aussi intéressée à apprendre quelque chose de Daisy Miller, donc faire que cette représentation mentale qu'elle a serve à la fois d'interprétation de ce qu'a voulu dire Winterbourne, et si elle accepte son énoncé, aussi de description de Daisy Miller. Et en fait, par exemple, on pourrait se trouver dans une situation où, au fond, peu importe ce que pense le fait que ce soit Winterbourne pense là, ce qui est important, c'est d'apprendre, pour Madame Costello, d'apprendre ceci de Daisy Miller, ou bien, ce qui peut l'intéresser, c'est peu importe que Daisy Miller soit ou ne soit pas un flirt, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Winterbourne le pense, et en général, nous avons cet usage, cette valeur interprétative, d'un côté, cette valeur descriptive des énoncés ordinaires que nous comprenons, nous pouvons nous intéresser au fait que le locuteur le pense ou veut nous le faire penser, ou nous pouvons nous intéresser au fait que le monde soit comme il dit qu'il est, si nous le croyons.
Dans cet exemple, nous avons affaire à une dimension interprétative de base de la communication verbale. La communication au moyen d'un énoncé descriptif ordinaire, comme des emails the first, ou bien ceci est une montre, ou peu importe, comporte en fait, selon ce que je vous suggère, deux composantes interprétatives élémentaires. L'expression publique d'un contenu mental au moyen d'un énoncé, donc une interprétation qui va du mental vers le public. La compréhension mentale d'une expression publique, donc le travail de compréhension qui est lui aussi un travail interprétatif et qui va du public vers le mental, et dont résulte une composante interprétative un peu plus complexe, qui est l'interprétation du vouloir dire, du sens voulu par le locuteur, interprétation faite par le destinataire. Maintenant, les choses se compliquent de la façon qui nous intéresse ici, lorsque on n'est pas simplement dans l'énoncé simple de Winterborn à Saint-Anne, par exemple, mais lorsqu'on est lecteur du récit, de study, comme il l'appelait, des emails de Henry James. Donc, et là je ne vais pas entrer dans les complexités de la distinction entre narrateur et auteur, on se place du point de vue du narrateur. Le narrateur imagine ou connaît, par son imagination, est au courant des états mentaux de Winterborn. Winterborn, comme précédemment, a interagi avec des emails et pense qu'elle est un flirt, et le narrateur, représenté en haut dans un rond bleu, donc la pensée que Winterborn pensait que Daisy était un flirt, qui interprète, qui est cette pensée, c'est une pensée qu'il attribue à Winterborn, c'est une pensée interprétative. Et lui-même l'exprime en disant Daisy was a flirt, lorsqu'il écrit, lorsqu'il raconte, le narrateur, et ayant pour destinataire, ici en mots sur la droite, nous, les lecteurs de la narration. L'expression Daisy was a flirt est utilisée cette fois-ci de façon sous la plume du narrateur de façon interprétative. C'est pas une description de Daisy Miller, c'est une interprétation par de cet instrument, allons jusqu'au bout des ressources technologiques, c'est une interprétation par le biais de son interprétation mentale, une interprétation publique de la pensée de Winterborn. Nous-mêmes, quand nous, lecteurs, quand nous comprenons l'énoncé dans le livre, nous le comprenons comme précisément une représentation de la pensée de Winterborn, non pas comme un fait sur Daisy Miller, mais comme un fait sur ce que pense Winterborn. Donc nous comprenons que la pensée du narrateur, que cette pensée interprétative, et donc à travers notre compréhension de l'interprétation du narrateur, nous interprétons la pensée de Winterborn lui-même, et typiquement c'est ça qui nous intéresse. Je veux dire, on est pris, c'est là qu'on est approché en tout cas du point de vue de Winterborn, qu'on est mis en position de voir les choses de son point de vue. Cela dit, les choses sont un petit peu plus compliquées, car on n'est pas exactement dans une situation d'identification avec Winterborn, puisque le narrateur continue à agir et à exprimer sa propre attitude, son propre regard sur Winterborn. Je relis le passage pertinent. This young girl was not a coquette, she was very unsophisticated, she was only a pretty American flirt. Winterborn was almost grateful for having found the formula that applied to Miss Daisy Miller. Là, c'est le narrateur qui s'exprime et qui introduit une dimension légèrement ironique par rapport à une espèce d'autosatisfaction qu'éprouve Winterborn d'avoir trouvé la bonne expression pour décrire Daisy Miller. Mais reprenant ce rapport un petit peu, cette distance un petit peu ironique, nous sommes intéressés cette fois-ci non seulement par la pensée, les impressions de Winterborn, mais aussi par le regard que le narrateur porte sur ces impressions. Et alors à ce moment-là, quel est notre point de vue? Je veux dire, est-ce que nous voyons les choses du point de vue de Winterborn? Est-ce que nous voyons les choses du point de vue du narrateur? Ou est-ce que les points de vue se superposent? En fait, la métaphore du point de vue perd un petit peu de sa clarté initiale, qui sera un thème sur lequel je reviendrai. Les choses deviennent encore plus claires lorsqu'on passe à un usage interprétatif de la parole, qui peut se servir du style indirect libre, et qui est l'usage ironique. Donc reprenons une version de notre dialogue précédent. Paul donc avait dit le maître Paul est un bon modèle. André et Julie, sur les conseils de Paul, y sont donc allés. Et André, ils ont trouvé l'hôtel horrible.
Et André demande « Qu'est-ce que Paul avait dit ?» Et Julie dit « Il aurait mieux fait de se taire, le Métropole est un bon hôtel. » Mais voyons. Et donc cette fois-ci, en disant « Le Métropole est un bon hôtel », elle parle ironiquement, non seulement, évidemment, elle ne décrit pas le Métropole se faisant là, elle se fait l'écho plutôt de l'énoncé de Paul, mais elle se fait l'écho de l'énoncé d'une façon qui non seulement n'incite pas à prendre le point de vue de Paul, mais au contraire à avoir un regard critique sur ce point de vue. Autrement dit, pour refaire un petit diagramme comme précédemment, certes, en disant Julie, lorsqu'elle dit le Métropole est un bon hôtel, nous informe sur ce qu'avait dit, informe son interlocuteur André sur le fait que Paul avait dit que le Métropole est un bon hôtel, exagérant peut-être sa pensée, mais ce qui est surtout important, c'est l'attitude qu'elle exprime par le ton de sa voix et par le contexte, à savoir une attitude complètement négative, critique, par rapport à ce qu'a dit Paul. Et là, clairement, nous ne sommes pas, non seulement nous ne prenons pas le point de vue de Paul, mais nous sommes amenés à considérer ce point de vue comme particulièrement inadéquat. Donc, on pourrait dire, le point de vue du narrateur dans le cas des emails, se superpose à celui de Winterbourne. On pourrait dire aussi le point de vue de l'ironiste, Julie dans ce cas-là, oblitère celui de la personne dont elle se fait l'écho, de Paul. Mais ce qui se passe ici, et que je voudrais souligner, c'est que la métaphore du point de vue y perd en clarté. Et je voudrais terminer par quelques conclusions générales. Comprendre un énoncé, donc, je vous ai suggéré, c'est interpréter le vouloir dire du locuteur. L'énoncé lui-même nous intéresse comme un moyen pour ce qui est notre fin, à savoir qu'est-ce qu'il veut dire celui ou celle qui emploie l'énoncé. L'interprétation, dans le cas général, dans le cas d'un énoncé descriptif ordinaire, ne comporte pas l'adoption du point de vue du locuteur. C'est pas quand vous demandez à l'employé de la SNCF à quelle heure part le train pour Orléans, ils vont répondre 5h15. Votre propos, ce qui vous intéresse, c'est pas de savoir que l'employé de la SNCF pense que le train, ou sait que le train va partir à 5h15, c'est de savoir que le train va partir à 5h15, et y compris dans un grand nombre de cas. Donc, il peut y avoir une prise, une adoption du point de vue du destinataire, mais ce n'est pas l'ordinaire de la communication verbale ordinaire, pour ainsi dire. Pour le voir plus clairement, il suffit de prendre un exemple du style où justement on a une dimension spatiale. Julie et André, par exemple, sont assis face à face, et Julie dit « Passe-moi le livre à droite ». Or, il y a des livres à la droite et à la gauche de chacun d'entre eux. Cet énoncé-là est ambigu. André ne saura pas automatiquement quel livre passer, le livre à sa droite ou le livre à la droite de Julie. La preuve en est faite par des expériences de pragmatique expérimentale, du travail de Bose, Kaiser et d'autres. Ici, l'expérience est faite de la façon suivante. Les participants on leur présente cette petite étagère qui a 4 cases sur 4, donc 16 cases, et qui a deux côtés. Un côté où 4 des boîtes sont bouchées. Et de ce côté-là, il y aura le directeur qui va leur donner des instructions. Et puis leur côté à eux, le côté du participant, où toutes les cases sont visibles, et on voit bien quelles sont les cases bouchées du point de vue du directeur. Et on donne des instructions. On entraîne les sujets, donc ils ont bien compris la perspective, ils ont bien vu la différence de perspective, ils ont vu les machines, le dispositif des deux côtés, et on leur dit par exemple, le directeur leur dit prends la petite bougie. Il y a 3 bougies, une grande, une moyenne et une petite, visibles par le participant, mais il n'y en a que 2 qui sont visibles du point de vue du directeur, et la petite, du coup, c'est celle qui est plutôt la moyenne du point de vue du destinataire. Donc c'est celle-là qu'il doit prendre. Les instructions, encore une fois, ont été claires, il a été entraîné pour le faire, etc. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y arrive, le participant, mais il y arrive avec 500 millisecondes de retard. Et en cherchant à faciliter par toutes les manières possibles, on a toujours un délai, on a toujours une espèce d'effort conscient de contrôle pour surmonter. Il faut inhiber, comme Olivier venait de nous en parler ce matin, il faut inhiber la disposition dont témoigne d'ailleurs la direction du regard, etc., qui est de prendre la plus petite bougie du point de vue du destinataire. Si c'était l'ordinaire de la compréhension verbale ordinaire, que d'adopter le point de vue du destinataire, eh bien, on n'aurait pas du tout ces difficultés. Ce genre de difficulté est une démonstration du fait que la compréhension verbale ordinaire de premier niveau ne comporte pas la prise du point de vue du destinataire. Évidemment, pour le détailler, il faudrait plus de temps.
Donc comprendre un énoncé, maintenant ça c'était pour les énoncés ordinaires, qui n'ont qu'une fonction, disons, descriptive, qui nous donne à comprendre la description mentale que le locuteur veut partager avec nous, mais comprendre un énoncé qui lui-même interprète la pensée ou la parole d'un tiers, c'est-à-dire interpréter à la fois deux représentations, l'énoncé du locuteur, de celui qui nous parle, et la représentation verbale ou verbale ou mentale, excusez-moi, que cet énoncé interprète. Comme lorsqu'on parle au style direct, au style indirect ou au style indirect libre. Un énoncé interprétatif peut devoir sa pertinence en partie à celle de la représentation interprétée et en partie à la façon dont le locuteur l'interprète. On est à la fois informé sur le contenu d'une représentation dont il nous est rendu compte et sur l'attitude de l'interprète vis-à-vis de cette représentation. Pardon. Le destinataire qui interprète deux représentations à la fois la représentation interprétée par le locuteur et la représentation que s'en fait le locuteur, on interprète au moins une sans en prendre le point de vue. On ne peut pas adopter la métaphore se délite si on veut dire qu'on adopte simultanément deux points de vue. Donc, récapitulation, l'interprétation est toujours présente et souvent à plusieurs niveaux dans la compréhension verbale. Elle ne requiert pas l'adoption du point de vue de la personne dont la parole ou la pensée est interprétée. Dans certains cas, au style indirect libre classique, elle encourage cette adoption. Dans certains cas, ironie par exemple, elle y fait obstacle. Conclusion, l'analyse des dimensions interprétatives du langage met en évidence le côté approximatif et simpliste de la métaphore du point de vue quand on se situe à cette micro-échelle. Encore une fois, ce n'était pas pour remettre en cause la notion de point de vue et son importance dans les sciences sociales ou en philosophie, c'est pour dire simplement que si on veut comprendre les mécanismes qui la mettent en œuvre, qui peuvent être différents dans différents types de pensée ou de communication, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, cette métaphore n'est plus véritablement l'instrument dont nous avons besoin. Merci.